Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau débat consacré aux législatives des 12 et 19 juin prochains. Ce soir, on s'intéresse à la 5e circonscription de la Marne et nous avons choisi nos invités en fonction du score réalisé par leur parti au premier tour de la présidentielle, en fonction également de leur représentativité dans la circonscription. Nos invités, ils sont là sur le plateau, ils sont 5. Bonsoir à tous. Charles Ducourson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat pour les centristes avec le soutien des Républicains et de l'UDI. Vous êtes le député sortant, élu à ce poste en 1993, c'était il y a 29 ans. Karine Leluron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate de la France Insoumise pour NUPES, la nouvelle Union populaire. Vous êtes infirmière de profession. Isabelle Pestre, à vos côtés, bonsoir également. Vous représentez le MoDem à cette élection législative. Ensemble, pour la majorité présidentielle, vous êtes agricultrice de profession. Vous avez été maire de La Chaussée-sur-Marne et puis ancienne conseillère régionale. À vos côtés également, Pierre Thionnet du Rassemblement national. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes, il faut le rappeler, l'ancien attaché parlementaire de Jordan Bardella au Rassemblement national. Et puis nous avions invité Emmanuel Renoux, candidat Reconquête dans cette 5e circonscription. Il a été remplacé parce qu'il a le Covid, figurez-vous, par le référent Reconquête dans la Marne. Et c'est vous, Thomas Adnaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a d'autres candidats dans cette circonscription. Je vous propose de voir un peu qui sont-ils. Nous avons Joël Bastien pour Lutte ouvrière, vous le voyez à l'écran. Nous avons Camille Brunel du parti animaliste, Marie-Amélie de la Rochère pour les patriotes et puis Lucie Martin pour les écologistes. Alors, cette 5e circonscription de la Marne, vous... En plateau, vous la connaissez parfaitement, mais peut-être moins nos téléspectateurs. Elle comporte un peu plus de 100 000 habitants, un peu plus. Et puis, les principales activités de cette circonscription, c'est l'agriculture et surtout la viticulture. C'est une circonscription agricole et viticole. Elle compte donc, elle est répartie entre Vitry-le-François, il y a Cézanne également, et puis une situation avec des niveaux de vie qui est plutôt supérieur, figurez-vous, à la moyenne nationale. Situation que j'étais un peu plus compliquée à Vitry-le-François, avec des difficultés économiques peut-être un peu supérieures au reste de la circonscription, avec un peu de mal à maintenir des activités économiques. Et le principal employeur là-bas, c'est l'hôpital, vous le savez bien sûr. Alors sur le plan politique dans la circonscription, depuis plusieurs années, le Front National puis le Rassemblement National arrivent en tête. C'était encore le cas lors du premier tour de la présidentielle. Et puis on peut dire notamment que dans cette circonscription, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête devant Emmanuel Macron. Marine Le Pen qui a fait un peu plus de 57% contre 42,8% pour Emmanuel Macron. Alors, on s'intéressera bien sûr à votre rôle de député, à vos projets, aux lois que vous voulez porter, au pouvoir d'achat. Là, une question un peu plus politique, Pierre Thionnet, pour le Rassemblement national. Vous avez 28 ans. Vous avez atterri récemment à Vitry-le-François, le parti de Marine Le Pen. On a l'impression qu'on ne parvient pas à avoir de députés, tout au moins dans cette circonscription, malgré des scores plutôt forts, je viens de le dire, dans la circonscription. Est-ce que en parachutant, comme on dit, un candidat depuis Paris, Jordan Bardella, que vous connaissez bien, vous avez été assistant parlementaire, est-ce qu'il ne vous envoie pas un peu dans le mur, dans une difficulté vraiment abrupte, je dirais ? Écoutez, je ne crois pas du tout. Tout d'abord, comme vous l'avez rappelé, Marine Le Pen est arrivée en tête à la fois au premier tour et au second tour. Au second tour, avec presque 58% des voix devant Emmanuel Macron. Donc je pense que c'est tout à fait légitime qu'un candidat du Rassemblement national soit présent et vienne parler à ce territoire, aux enjeux qui sont au cœur du programme de Marine Le Pen qu'elle a porté tout le long de la campagne. Et vous dites que je ne suis pas parisien, je suis originaire de Franche-Comté. Et figurez-vous qu'il y a énormément d'enjeux qui ressemblent à toute une partie de la Marne, et notamment de la 5e circonscription, avec des territoires clivés, des territoires déclassés, qui sont loin des pôles urbains, avec départ de l'activité économique, des fermetures des services publics de proximité. Et donc, moi, c'est un combat que je reprends tout à fait. Et ça me tient énormément à cœur de venir mener cette bataille des législatives dans la 5e circonscription de la Marne. Thomas Adnaud, avec une candidature Reconquête pour votre candidat dans la circonscription, est-ce qu'il n'y a pas un risque de diviser vos chances de l'emporter ? Il y a Reconquête, il y a peut-être de la proximité avec le Rassemblement national, les partis, les Républicains ou autres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dessus pour vous ?
Déjà, je voudrais remercier les candidats et France 3 d'avoir accepté de remplacer Emmanuel Renaud, donc, qui a le Covid. Donc moi, je suis candidat sur la 3e circonscription de la Marne. Vous présentez Reconquête. Mais je représente sur la 5e circonscription Reconquête, et nous avons travaillé ce débat avec Emmanuel Renaud. Notre position sur Reconquête est assez simple. Nous voulons l'union de la droite patriote, qui est sur, que nous voyons chez LR, ou les LR orphelins. Ça veut dire que les LR ont soutenu Mme Pécresse, et Mme Pécresse a soutenu M. Macron. Donc il doit y avoir chez les anciens LR ou des LR des gens qui ont la fibre patriote. Et puis nous avons tendu la main aussi au Rassemblement national, parce que nous pensons que c'est l'union qui nous fera gagner. Mais justement, la main tendue, elle n'a pas été réciproque. Du coup, ça risque peut-être de vous gêner pour accéder à l'Assemblée nationale. Alors, on verra. Ce sont les électeurs qui vont décider. Maintenant, nous sommes dans une position à long terme. On s'enracine. Nous allons construire cette union qui a déjà été construite dans cette présidentielle. Monsieur Zemmour a réussi à rassembler ces deux pôles. Nous le voyons sur le terrain, nous le voyons dans les équipes qui nous soutiennent. Nous sommes là pour longtemps. Et nous pouvons dire à nos électeurs que dans quelques années, on sera encore là. Charles de Courson, vous êtes centriste, on le sait, vous avez le soutien des Républicains, de l'UDI, vous avez fait également la campagne de Valérie Pécresse pour la présidentielle. Est-ce que vous observez que les partis, je dirais traditionnels, les vieux partis, sont un peu dépassés, qu'aujourd'hui il y a d'autres enjeux, il faut peut-être penser la politique autrement? Ah ben oui, je partage tout à fait votre diagnostic. On voit bien qu'il y a une crise du système politique français. Vu le score de Valérie Pécresse, et les votes protestataires ne font qu'augmenter de scrutin en scrutin. Ouais. Moi, je suis peut-être un peu particulier. J'ai toujours été indépendant. Ouais. Et il n'est pas né celui qui me dira comment je dois voter. Et si depuis 29 ans, je me suis consacré à cette circonscription, au conseil départemental, à ma commune, aux intercommunalités, aux syndicats divers et variés dont je suis membre, j'ai consacré ma vie à cela. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles les électeurs me font confiance. Vous voyez, il y a 5 ans, je suis sorti en tête avec 43% dès le premier tour. Et au second tour, j'ai fait un peu plus de 72%. C'était le 4e score français. Vous voyez, mais c'est le fruit d'un tiers de siècle d'investissement. Et justement, un tiers de siècle, depuis 1993, on l'a dit, 29 ans. Est-ce que vous représentez encore une sorte de nouveauté, de renouvellement dont on parle, qui serait peut-être nécessaire pour certains électeurs? C'est aux électeurs d'en décider, et à personne d'autre. Et si vous regardez les plaquettes que je distribue, des tas de projets. Votre longévité ne vous interdit pas d'avoir une nouveauté dans le programme. Vatry, ça fait 29 ans, 30 ans que j'essaie d'aider à ce que Vatry débouche. Il y a déjà 1200 emplois sur les plateformes essentiellement logistiques. Oui, un peu aérien. Que le tourisme. Oui, le syndicat d'UDER que j'ai présidé, vice-présidé pendant des années et des années. Je suis toujours membre d'ailleurs du bureau. Ouais, on a créé actuellement, on est à 800 emplois et on continue. Donc, pas de problème pour vous sur la longévité de votre carrière politique. Et voilà. Écoutez, c'est les électeurs qui décident. Exactement. Ce sera le 12 juin. Isabelle Pestre, pour le Modem Ensemble, vous portez les couleurs de Renaissance Ensemble, étiquette Modem. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette candidature? Qu'est-ce que vous voulez porter pour cette élection? Écoutez, donc moi je suis, donc, comme vous l'avez cité, Modem depuis un certain nombre d'années, en tout cas depuis que je me suis engagée en politique, parce qu'avant j'ai eu une autre vie. Voilà, vous l'avez dit, je suis femme d'agriculteur, mais bon, j'ai été technicienne de laboratoire à l'hôpital de Vitry-le-François, donc je connais très bien le bassin d'emploi et l'hôpital. Ce qui m'a poussée, c'est... moi, j'ai soutenu Emmanuel Macron et je pense que dans le projet qu'il apporte, on peut avoir beaucoup de solutions à toutes les problématiques locales. Et je veux porter, moi, le message de la ruralité auprès donc, de l'Assemblée nationale, parce que je pense qu'il doit y avoir des élus issus de toutes sortes de catégories socio-professionnelles. Ça peut apporter un plus.
Très bien. Karine Leluron, donc vous représentez, on va dire, la gauche, NUPES, on l'a dit tout à l'heure, hein, voilà. Il n'y a pas un seul, vous représentez la France insoumise au départ, il n'y a pas un seul candidat socialiste en Champagne-Ardenne. Comment vous l'analysez? C'est la fin d'un parti? C'est une autre époque? Bien, écoutez, non, je ne pense pas que ce soit la fin d'un parti, une autre époque. C'est simplement des accords qui se sont faits nationalement. Des candidats socialistes, il y en a sur d'autres territoires. Ça n'a pas été le choix sur la Marne, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'on ait un candidat commun, une alliance que nous attendions depuis maintenant 25 ans. Un programme commun qui en finit avec les finances et, je l'espère, avec 5 ans de Macronie. Alors, on va s'intéresser au rôle de député, hein, si vous êtes élu. Et les députés, on le sait, bien, ils font la loi et puis contrôlent le gouvernement et ils sont investis d'un mandat national et local. Je voulais justement, Thomas Adno, pour Reconquête, comment vous envisagez le rôle du député? Est-ce qu'il y a un fort ancrage local? Et puis, comment vous pensez l'occuper, ce poste, enfin, Écoutez, en tout cas, le candidat de Reconquête ici? Ma réponse tombe bien, parce que je suis à côté d'un imminent député, et son expérience, sa longévité, comme vous dites, nous permet de comprendre comment doit fonctionner un député. C'est comme ça qu'on l'analyse, c'est comme ça qu'on veut l'analyser, cette écoute, ce travail de terrain, et cette technicité dans certains sujets. Voilà, ce sont ces aspects-là qu'on veut mettre en avant dans notre rôle de député. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec M. de Courson sur son positionnement politique. Hein. Je trouve que l'extrême, c'est la situation du pays qui est extrême, hein, une situation catastrophique, où les Français ne reconnaissent plus leur pays. Ça, c'est ma position différente de M. de Courson, mais par rapport à son expérience et son activité, la façon dont les gens le voient sur la circonscription, ça nous donne beaucoup de... Pourquoi vous n'êtes pas alliés finalement tous les deux? Puisque vous avez l'air presque d'admirer et de louer le travail de M. de Courson. Vous auriez pu faire campagne commune, Reconquête, UDI, centriste. Charles de Courson, ça aurait été possible, ce duo-là, Reconquête, avec vous? Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on peut avoir des amis dans d'autres courants politiques avec lesquels on ne partage dans ce cas-là, on peut comprendre, mais pourquoi on ne s'allie pas? Ça permet de... Non, là, ça divise les électeurs. Politique, c'est autre chose. Vous pouvez respecter. Moi, il y a des gens de gauche que je respecte, parce que je sais que ce sont des gens intègres. C'est plus que du respect, là. C'est quand même une reconnaissance d'expertise. Et c'est vrai dans la plupart des courants politiques. Mais ça, c'est une chose. Autre chose est sur les questions de fond. C'est bien normal qu'il y ait des positions différentes. D'ailleurs, c'est ce que vous venez de rappeler. Hein. Nous ne sommes pas, par exemple, d'accord sur la conception de la construction européenne. Je prends cet exemple. On pourrait prendre d'autres exemples sur la politique énergétique ou d'autres exemples, vous voyez. Et donc, c'est la démocratie. Heureusement que nous ne pensons pas tous la même chose, vous voyez. Karine Leluron, sur le rôle du député, si vous êtes élu, et si vous présentez, c'est que vous en avez vraiment envie. Quel député vous serez? Terrain, travail en commission, les deux? Comment vous envisagez cette fonction? Les deux, bien évidemment. Moi, je pense qu'il est important d'être à l'écoute de ses concitoyens, de leurs difficultés et de faire remonter effectivement ces difficultés au sein de l'Assemblée nationale. Vous savez, moi je suis infirmière et je vis au quotidien les difficultés des gens. J'étais encore ce matin dans mon cabinet, et c'est drôle parce que j'avais cet enregistrement cet après-midi et puis des difficultés sont remontées. On a parlé des lycées, on parle pouvoir d'achat. Moi, je ne peux pas me résoudre à entendre une personne âgée qui me dit qu'elle doit choisir entre mettre son chauffage ou aller faire ses courses parce qu'on en est là. C'est ce que j'ai vécu cet hiver. Et je veux porter cette voix-là, je veux porter la voix de ceux qu'on n'entend pas et de ceux qui ne font plus confiance à nos politiques. Je suis une femme de terrain, de conviction, et j'espère qu'ils me feront confiance avec un projet qui leur redonnera espoir, vraiment. Pierre Thionnet, vous, si vous êtes élu député, c'est quoi le rôle? Comment vous envisagez cette fonction? On a vu que vous avez un ancrage local peut-être un peu moins fort que d'autres, mais pour vous, qu'est-ce qui compte dans cette fonction-là de député? Tout d'abord, tout dépendra du verdict des urnes au second tour des élections législatives. Si une majorité de sièges remportée par le Rassemblement national, je serai un député de la majorité et je défendrai le programme de Marine Le Pen. En revanche, si c'est la majorité présidentielle qui obtient la majorité des sièges, je serai un député d'opposition
Et je crois que moi, je peux dire que je serai fermement opposé à la politique conduite par Emmanuel Macron, Par exemple, les retraites à 65 ans, par exemple, vous votez contre. bien sûr, qui je crois sera pire que la première politique menée lors de son premier mandat. Ensuite, pour ce qui est du travail de député, j'envisage bien sûr toute la rigueur, le sérieux possible à l'Assemblée nationale, et évidemment une importance à donner au terrain, à être à l'écoute des habitants, des électeurs, puisqu'on a bien vu que sous le mandat d'Emmanuel Macron, la question de la démocratie directe, de la représentativité nationale, de la voix portée du peuple, ou la voix qu'on a essayé de faire taire lors des Gilets jaunes aussi, est quelque chose d'extrêmement important. Donc le député ne pourra pas seulement être à Paris à l'Assemblée nationale, il devra bien évidemment être ancré localement. Et enfin, je pense que le député, contrairement à la majorité En Marche, qui étaient plutôt des députés qui votaient à l'unanimité et n'avaient pas vraiment d'expression personnelle, ne s'adressaient pas vraiment au peuple, ne prenaient pas part au débat public, je pense que le député doit s'adresser au peuple, doit essayer de faire avancer des convictions, donner sa vision du monde, de la société et de l'homme. Après, elle est liée à un parti. Ça veut dire qu'on, voilà, Bien sûr. à l'Assemblée, on vote pas forcément pour soi, on vote pour le groupe. Oui. Oui. Oui, mais je crois qu'on peut aussi essayer de développer des idées, essayer d'avoir un ancrage idéologique, ce qui était très peu le cas des députés En Marche, et ce qui avait un peu Vous pourriez voter une image contre. terne de l'Assemblée nationale. Vous pourriez voter contre une proposition de Marine Le Pen, par exemple. Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas laquelle. Je porte entièrement le projet de Marine Le Pen sur toutes les idées qui ont exposées pendant la campagne présidentielle. Donc ce n'est absolument pas la question aujourd'hui. Isabelle Pestre, vous représentez donc la majorité présidentielle. Vous voyez comment ce rôle? On a l'impression que dans les groupes, effectivement, à l'Assemblée, peut-être que je me trompe, il y a un projet, le groupe vote, on doit voter comme le parti, et puis basta. C'est comme ça que vous envisagez votre rôle, là? Écoutez, Couture sur le pantalon? je ne peux pas l'envisager tel que, parce que moi je suis MoDem, donc je suis dans Ensemble pour la majorité présidentielle, mais Ensemble majorité présidentielle, c'est plusieurs courants politiques. On se retrouve sur beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas que chacun peut avoir une idée. Et je pense que être député, ce n'est pas, comme vous dites, avoir le petit doigt sur la couture, mais savoir porter des idées nouvelles en rapport avec son territoire. Parfois, il y a des sanctions quand on ne vote pas contre le parti. On le sait tous. C'est le risque, peut-être. On l'a vu, oui. Oui, on l'a vu. Ça coûtait cher à certains, d'ailleurs. Ça a coûté cher à certains. Mais bon, reste à savoir si on veut faire de la politique pour garder un poste ou pour faire progresser son pays. Les retraites à 65 ans, est-ce que vous voterez pour ou contre, par exemple? Écoutez, les retraites à 65 ans, moi, personnellement, si les gens sont en bonne santé, pourquoi ne pas aller jusqu'à 65 ans? De toute façon, dans la loi qui est prévue, il y a donc différentes options et tout sera regardé. Il ne faut pas dire que la retraite sera systématiquement à 65 ans. C'est un oui, mais 65 ans, mais pénibilité. Bien sûr, c'est évident. Ouais. Un petit tour de table justement sur ces retraites à 65 ans. Charles de Courson, la loi, on le sait, si jamais la majorité présidentielle l'emporte, elle va être proposée à l'Assemblée. Comment vous votez ou vous votez pas cette proposition-là? Je pense que le président Macron a fait une véritable erreur en parlant de porter de 62 ans à 65 ans, puis 64 ans, l'âge de départ à la retraite. Pourquoi? On n'a pas un régime en France. Il y a 42 régimes de retraite qui n'ont pas les mêmes dates de départ à la retraite, pas le même calcul des annuités. Votre position pas le même calcul. là-dessus? Et donc moi, ma position, elle est constante depuis un tiers de siècle. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui sont constants en la matière. Eh bien, c'est très simple. Il faut garder le régime général avec les complémentaires. Il faut mettre en extinction tous les régimes de salariés, essentiellement du public et assimilés. C'est-à-dire que ceux qui sont dans ces régimes, ils restent jusqu'à leur mort. Et les nouveaux recrutés sont au régime général avec négociation avec les partenaires sociaux des complémentaires. Restent les indépendants. Les indépendants, il faut les laisser libres. S'ils veulent venir dans le régime général, ils viennent. C'est d'ailleurs, s'ils ne veulent pas, ils restent. C'est d'ailleurs ce que j'avais essayé d'expliquer à M. Delvoye, puisque à peine nommé, on se connaissait depuis longtemps. Jean-Paul Delvoye, qui était haut-commissaire chargé de la réforme des retraites, il était venu voir à peine noté, et je lui ai dit, vous vous trompez complètement de vouloir créer un nouveau régime unique, car vous n'arriverez jamais à transposer dans chacun des 42 régimes les droits dans le nouveau régime. Et d'ailleurs, la réforme s'est complètement encaléminée. Karine Leluron, justement, sur ces retraites, là aussi, on vous attend du côté de NUPES. Comment vous situez sur cette réforme
attendu éventuellement. Eh bien, nous, ça a été dit et redit pendant la présidentielle, notamment par Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes sur la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. Ça veut dire que quand vous avez commencé à travailler à 20 ans, à 60 ans, vous pourrez partir à la retraite, ce qui ne sera pas le cas avec, effectivement, Emmanuel Macron. Quand on dit que les gens vivent plus longtemps et en bonne santé, pardon, c'est pas vrai. Et si on commence à 25 ans, on finit à 65. Oui, oui. En même temps, on aura fait les 40 ans et souvent, quand vous rentrez tardivement dans le monde du travail, c'est souvent pour des métiers qui sont moins difficiles que quand vous y rentrez à 20 ans. Donc, ça veut dire qu'on prend la pénibilité en compte forcément avec ce système-là. Et je vous dis, moi, je vois des gens de plus en plus malades dans l'agriculture. Par exemple, c'est des gens qui partent à la retraite tardivement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de revenus et ils ne sont pas forcément en très bonne santé. Mais Jean-Luc Mélenchon évoque souvent la retraite à 60 ans pour tout le monde. Du coup, ce ne serait pas exactement ça. Non, c'est la retraite à 60 ans pour tout le monde avec les 40 années de cotisation. Donc oui, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait vos 40 années, vous partez à la retraite. Et ça veut dire qu'à 60 ans aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient prétendre à la retraite, ce qui n'est pas le cas avec les prochaines lois qui nous seront imposées par Emmanuel Macron. Si il l'emporte à l'Assemblée, si son parti l'emporte. Pierre Thionnet, justement, sur ces retraites, on en parle, c'est un sujet qui effectivement interroge plusieurs de nos concitoyens. Qu'est-ce que vous en pensez? 65 ans, 60 ans, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Alors, Pierre Thionnet ou... Pardon, Thomas Adno, Oui, Reconquête, pardon. Eh bien, écoutez, la position de Reconquête sur les retraites, c'est d'éviter que nous, de casser le système de retraite et que ça devienne un système par capitalisation. Donc, ce système de retraite, nous pensons qu'il faut le réformer, allonger progressivement le départ à la retraite et nous pensons que 64 ans, progressivement, nous pouvons arriver à 64 ans. Donc vous rapprochez la majorité présidentielle sur ce sujet-là. Nous avons, dans le programme de Reconquête, c'est marqué noir sur blanc, c'était un âge de départ repoussé à 64 ans. Malgré tout, nous continuons à préserver les carrières longues et surtout, nous continuons à préserver ou même à fortifier, les retraites, les travails pénibles. Voilà. Ce qui fait qu'on prend en compte la pénibilité du travail. Ça sera une retraite qui sera, pour certains, pas à 64 ans. Donc là aussi, un oui mais, puis attention avec la pénibilité. Pour le Rassemblement national, quelle sera votre position sur les retraites, Pierre? Contrairement à mes adversaires, Reconquête et M. de Courson, pour moi, ce sera un non clair et net. C'est le nom de Marine Le Pen dans la campagne présidentielle et du Rassemblement national. Non à la retraite à 65 ans. Bien sûr, absolument. Tout d'abord, rapprocher de l'UPES, justement. Non, pas tout à fait. Tout d'abord parce que cette réforme ne se justifie pas d'un point de vue financier. J'ai encore entendu le président du Conseil d'orientation des retraites qui a dit que la part des dépenses de retraite dans le PIB ne va pas augmenter à terme. Elle est en train de stagner jusqu'à peu près à 2030. Et si on passe encore des générations, elle va diminuer. D'autre part, la réforme est profondément injuste, puisqu'en faisant travailler jusqu'à 65 ans, on va avoir davantage de personnes au chômage. Puisque vous savez aujourd'hui que les personnes de 55-65 ans, il n'y en a qu'une sur deux qui occupe un emploi. Donc, en fait, en poussant l'âge de départ à la retraite, on va avoir davantage de prestations de chômage à payer. Donc, on va augmenter le déficit public. Donc, finalement, on ne change pas grand-chose. Tout va plutôt bien sur le plan des retraites, selon vous? C'est ce que le gouvernement l'avait déjà un petit peu dit pendant la crise Covid. C'était Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, aux Affaires européennes, qui le disait. C'était une demande de la Commission européenne dans le cadre du plan de relance. Mais pas une nécessité sur le plan des finances publiques. Non, je crois que le gouvernement essaie de la justifier ainsi et prendre d'ailleurs les régimes spéciaux en bouc émissaire alors qu'ils ne représentent que 3% des retraites. Mais je pense que c'est fondamentalement pour faire des économies, sans le dire, bien sûr, et en se soumettant à des injonctions de l'Union européenne. Donc si je suis élu député, je m'opposerai frontalement à cette réforme. Isabelle Pestre, je vous vois réagir un peu. Pour vous, il y a quand même une urgence à faire une réforme des retraites. Je pense qu'au final, on est presque tous d'accord. Il faut tenir compte de la pénibilité, il faut tenir compte du métier et de la santé de la personne. Mais il faut passer la retraite générale à 65 ans, ce qui n'est pas vraiment l'idée. Vous savez, quand on dit 64 ou 65, bon, d'accord, il y a un an. C'est moins clair que... Oui, Charles de Courson? Oui, je voulais dire que parler uniquement de l'âge de départ à la retraite, oui, ça traduit une méconnaissance des 42 régimes qui n'ont pas les mêmes dates
de départ à la retraite. Prenez les électriciens et gaziers, ceux qui sont des lignards, partaient à 55, qui a été porté à 57. Vous avez le problème du statut des militaires, qui, au bout de 15 ans, peuvent avoir une retraite proportionnelle. Donc, je dis que poser le problème de la réforme des retraites en termes de « il faut passer de 62 à 65 ans », Après, ça ne veut rien dire. Aussi du parti. Il y a 42 régimes. Vous avez des régimes qui partent à 65 ans. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le régime d'une partie des libéraux, l'âge de départ à la retraite est à 65 ans. Voilà. Et donc, vous avez une extrême variété. On oublie que les régimes complémentaires de retraite des salariés du régime général, c'est 65 ans pour avoir le maximum. Les agriculteurs, c'est 67 ans. Mais absolument. Donc, il y a une extrême variété. Et ce que je reproche à cette approche, si vous voulez, en disant il faut passer de 62 à 64 ou 65, on ne sait plus très bien, c'est pas sérieux. Ça montre une méconnaissance de notre système. On ne part pas d'un régime unique. On part de 42 régimes. Et donc, il faut des négociations, régime par régime, avec les partenaires sociaux, pour voir comment on peut faire évoluer le système. On va, effectivement, il faut être peut-être plus nuancé, vous avez bien raison. On va parler d'autre chose, c'est le pouvoir d'achat. C'est une inquiétude de beaucoup de nos concitoyens. Quelles préoccupations des habitants de votre circonscription bien vous pourrez relayer auprès du pouvoir central sur le thème notamment du pouvoir d'achat? Karine Leluron, quelles mesures vous pourriez apporter, faire voter, faciliter, remonter du terrain sur ce domaine-là qui inquiète beaucoup de nos concitoyens, prix de l'essence et autres? Eh bien, nous proposons un blocage des prix pour 100 produits de première nécessité. Bloquer aussi le prix des carburants, parce que quand vous êtes rural et que vous devez aller travailler en ville, eh bien, il faut payer son essence. Donc, 1,40 € le litre, ce sera bien assez. Oui, on le bloque à 1,40 €, ah oui, on alors le qu'il est à bloque. 2,13 €. Oui, on le bloque, parce que bon, les 18 centimes, on voit bien aujourd'hui le prix à la pompe. Ça la ristourne, on bloque. On bloque. Un SMIC à 1 500 €, parce que aujourd'hui, 1 500 €, c'est un minimum pour vivre décemment. Tout le monde me le dit au quotidien. Et puis, je pense aux étudiants. Il y a beaucoup de parents qui se saignent. Nous, on n'a pas beaucoup d'universités sur notre circonscription. Beaucoup partent sur Reims, voire plus loin. Une allocation d'études à 1 063 € pour les étudiants à partir de 18 ans nous semble une bonne proposition pour mieux vivre, tout simplement. Voilà des mesures concrètes. Thomas Adnaud, pour ce pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on peut faire de manière très concrète pour les concitoyens? Il y a plusieurs propositions. Éric Zemmour avait proposé de bloquer le prix de l'essence à 1,80 € à une période... 1,40 € à ma gauche, 1,80 € à droite. Bon, c'était à une période donnée où il avait proposé, l'essence était à 1,80 €. Il avait proposé cette mesure-là. Je rajoute aussi qu'au niveau de l'énergie, on a une énergie qui est, compétitive, qui était compétitive, qui doit le rester, c'est l'énergie nucléaire. Il y a eu des changements de stratégie assez grandes sur cette filière, donc qui est fait qu'on couple le prix au prix européen du gaz. Donc ça, on pourrait le découpler aussi. Et puis, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut baisser les charges. Baisser les charges pour les salariés. Redonner du pouvoir d'achat. Oui, alors c'est la proposition. Voilà. La proposition, c'était de baisser la CSG pour redonner jusqu'à des salaires de 2 000 €, pour redonner, on va dire, un 13e, voire un 14e mois, voilà, aux salariés. On revient aussi sur les défiscalisations des heures supplémentaires, qui était une bonne mesure, du temps de M. Sarkozy. Et puis la troisième chose aussi, c'est aussi de donner de l'air aux entreprises. Il faut que les entreprises aient de l'air. Alors, moins de cotisations. Moins de cotisations, voilà. C'est entendu. Du côté du Rassemblement national, Pierre Thionnet, qu'est-ce qu'on fait pour aider nos concitoyens? Qu'est-ce qu'on porte comme projet de loi à l'Assemblée nationale Tout d'abord, j'aurais envie de dire, enfin le gouvernement et La République En Marche a pris conscience du problème du pouvoir d'achat. Ils ont annoncé une loi qui arrivera après les élections législatives. Et je pense que c'est une victoire de Marine Le Pen et du Rassemblement national, puisque Marine Le Pen, dès septembre, et même avant, pendant l'été, tout au long de la campagne présidentielle, a fait du pouvoir d'achat la question numéro 1 de son programme. Elle avait senti ce besoin qui montait tout au long de sa campagne, au contact des Français. Et je pense que là, ça lui a donné raison. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant. Je vois que les distributeurs
commerciaux vont encore augmenter les prix des denrées alimentaires tout au long de l'année. Est-ce qu'on peut là aussi bloquer par un coup de baguette magique à la Marine Le Gérard Pen, Majax peut-être? Non, avec Marine Le Pen, nous proposons des mesures d'urgence, parce que je crois qu'il y a des mesures d'économie qui étaient mentionnées, mais qui sont de l'ordre du long terme. Il y a des mesures d'urgence à prendre. Tout d'abord, c'est de passer de 20 à 5,5 la TVA sur le carburant, sur le fuel, sur le gaz et sur l'électricité. Ça, c'est une priorité absolue. Deuxièmement, de supprimer la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité. Ça peut être ça rejoint les produits d'hygiène. Projet de NUPES. Et ça, tant que l'inflation est supérieure à 1 point à la croissance. Isabelle Pestre, alors je vous voyais aussi un peu tiquer. Non, le gouvernement Emmanuel Macron n'a pas attendu Marine Le Pen pour s'occuper du pouvoir d'achat. C'est vous qui le dites. Je ne sais pas, je vous voyais être... Voilà. Non, qu'est-ce que vous pourriez proposer de très concret? Il y a cette loi envisagée effectivement à l'été. Tout à fait, c'est quand même énorme. Hein. Concrètement, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Cette loi, donc, c'est pour évidemment redonner du pouvoir d'achat, mais comme on a tous un peu des idées qui se ressemblent. Bon, une des choses primordiales, déjà, il faut que les gens travaillent. Pour que les gens travaillent, il faut qu'ils puissent s'y rendre. C'est ce qu'on disait aussi au niveau de la mobilité. Parce que là, on fait un peu de la politique nationale, mais parlons de notre territoire rural. Notre territoire rural, il y a des offres d'emploi sur le territoire. Vous l'avez cité, la viticulture, l'agriculture. Il y a des entreprises sur notre territoire, il ne faut pas le nier. On n'est pas non plus... c'est pas le désert. Hein. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises sur le territoire de la 5e Circo. Il y a énormément d'artisans, de commerçants, de petites entreprises qui recherchent du personnel. Et je pense qu'il faut... libérer le travail dans le sens que un patron, aujourd'hui, la masse salariale, ça représente vraiment quelque chose de trop lourd à supporter. Plein d'entreprises ont du travail, plein d'entreprises recherchent des salariés. Et d'un côté, vous avez des salariés qui ne peuvent pas aller travailler parce que c'est trop loin, etc. Et des patrons qui sont écrasés par des charges. Donc il faut absolument alléger les charges salariales patronales, redonner de l'oxygène. Il faut que les gens puissent travailler. C'est le travail qui nous permettra de vivre mieux. Le plein emploi. Comme le plein emploi. Charles de Courson, qu'est-ce que vous en pensez, toutes ces propositions, vous qui êtes député depuis un certain nombre de temps? Est-ce qu'il y a des choses qui sont réalistes, d'autres que vous pourriez proposer, vous aussi? Non, mais la première chose, c'est de réévaluer rapidement les retraites, puisqu'on est à plus de 5, et on va peut-être finir à 6% d'inflation dans l'année. Et donc, les retraités, ils ont perdu 1% de pouvoir d'achat chaque année depuis 10 ans. Alors là, ça va être fait, hein, l'augmentation des pensions de retraite. Attendez. À hauteur de combien? Voilà. Et donc, la première chose, c'est de réévaluer ceux qui vivent de pression sociale, les retraités notamment. 50 euros par mois, monsieur. Voilà. Oui, mais 50 euros par an, par mois, ça dépend beaucoup de votre situation. Donc, pour les basses retraites. Donc, il faut réévaluer cela. Il y a un deuxième problème, qui est un problème considérable, dans lequel on a discuté depuis des années en commission des finances, en commission des affaires sociales, qui est le problème que le minima d'activité, c'est-à-dire le SMIC, qui est à 1 300 net, n'est pas suffisamment écarté par rapport aux minima sociaux. Et donc, comment faire? Si vous voulez augmenter le SMIC, c'est les entreprises qui le payent. Et le grand risque, c'est qu'une partie des emplois peu qualifiés disparaissent progressivement. Et donc, moi, la solution que j'ai toujours préconisée, et on est dans plusieurs courants politiques, c'est de jouer sur les cotisations sociales. Il y a 300 € de cotisations sociales. Donc on les baisse. Puisque le SMIC brut, c'est 1 600 €, je fais simple, et SMIC net, c'est 1 300. C'est de les baisser. Et deuxièmement, de mettre la prime d'activité sur la feuille de paye remboursée par l'État aux entreprises, de façon à ce que quand vous travaillez, eh bien, vous voyez que vous vous écartez des minima sociaux. Il y a une dernière mesure qui est la prime transport. Vous ne pouvez pas actuellement, dans les zones rurales où parfois on travaille à 20, 30, 40 km... Comme dans la circonscription J'ai qui nous un occupe. ami chef d'entreprise qui me dit qu'un de ses meilleurs ouvriers est venu le voir, me dit « Patron, je démissionne ». Je dis « Pourquoi tu démissionnes ? Tu n'es pas content de la boîte ?» Ça me coûte trop cher de très bien. travailler. Mais il me dit « J'ai fait mes calculs, net des coûts de transport. » Et donc, moi, je suis favorable à une prime transport partagée entre l'entreprise et l'État.
et pour encourager le travail. C'est toujours la même idée. Il faut encourager le travail. J'aimerais qu'on termine ce débat par une proposition de loi que vous aimeriez porter. Peut-être que vous vouliez réagir, Thomas Adno, aussi encore là-dessus, mais voilà. Sur l'emploi, oui, j'aurais voulu réagir parce que c'est vrai qu'on cherche le plein emploi. Et c'est vrai que dans la circonscription, on a un problème de demande d'emploi. Ça veut dire que on a des entreprises qui cherchent des que disait Mme travail. Pestre à l'instant, c'est ça. Mais il est vrai que parfois les revenus sociaux sont trop haut, où il n'y a pas assez de contrôle. On assiste quelque part à un trop fort assistanat. Et il faut pousser les gens. Il faut pousser les gens à travailler, les aider aussi, les former, peut-être aussi aller sur un petit peu plus de contrôle, parce que les entreprises recherchent, et ça devient un thème très préoccupant pour les chefs d'entreprise. Être plus incitatif, c'est peut-être ça que vous êtes en train de proposer. Exactement, parce que en ce moment, avec cette pénurie des pénuries de demande, les salaires montent quelque part. Les chefs d'entreprise sont prêts à beaucoup de choses pour que ces gens acceptent. Si je peux me permettre d'intervenir, ce que j'entends me paraît profondément injuste, parce qu'on fait porter presque la responsabilité aux gens qui recevraient les minima sociaux. On les traite d'assistés. Alors il me semble que c'est plutôt l'État et les politiques publiques qui sont accusés. L'État qui a démissionné dans ces territoires, c'est à l'État de refaire une politique d'aménagement du territoire, ramener de l'emploi, ramener de l'industrie, ramener des manufactures, faire une politique agricole, donner la priorité à nos entreprises locales dans les marchés publics, ce que l'Union européenne nous interdit de faire. Donc je pense que plutôt que de s'en prendre aux minima sociaux et à l'aide sociale, aux assistés, je pense qu'il faut plutôt s'en prendre à l'État et à nos dirigeants qui n'ont pas réinjecté de l'économie, de l'emploi dans nos territoires. Alors, juste pour réagir, je n'ai pas parlé des assistés, donc là vous vous trompez, je parle de l'assistanat. Je parle de cette philosophie qui a fait changer la France, qui a fait changer la conception du travail des salariés en France. Donc je ne mets pas la cause sur les assistés, et d'abord je n'en ai pas parlé. On va terminer ce débat. Justement, si vous êtes élu député, qu'est-ce que vous proposeriez comme premier projet de loi, une mesure, une loi qui vous tient à cœur? Ce serait quoi, par exemple, Isabelle Pestre, si vous êtes élue le 19 juin, députée de la 5e circonscription de la Marne? Bien, écoutez, c'est une proposition de loi qui concerne une catégorie de socioprofessionnels, c'est les agriculteurs, les viticulteurs. On est confronté dans la Marne à une grosse problématique au niveau des successions dans les entreprises familiales, particulièrement au niveau du vignoble, où les notaires s'arrachent les cheveux lorsqu'ils font les successions. Les prix des terres, surtout pour le vignoble, mais également aussi pour l'agriculture, sont devenus tellement importants qu'on assiste aujourd'hui à des successions où les héritiers sont obligés de vendre une partie du patrimoine pour payer le droit de succession. Alors, qu'est-ce que vous voudriez changer dans cette Il faut réalité absolument que la loi tienne compte du fait que la terre, qu'elle soit pour le vignoble ou pour l'agriculture, c'est d'abord un outil de travail. C'est pas un patrimoine privé pour se faire plaisir. C'est un outil de travail. C'est créateur d'emplois, c'est créateur de richesses. Et on ne peut pas taxer des successions parce qu'on va finir par perdre complètement notre territoire. On ne taxe pas les successions dans la vigne, notamment. Il faut absolument Ce serait une proposition de loi. aider et réformer. Parce que sinon, on n'aura plus de petits vignerons comme on a sur nos territoires. Voilà, c'est quand même un danger pour la Champagne. Merci Isabelle Pestre. Charles de Courson, une proposition de loi que vous voudriez porter, une de plus peut-être, dans la prochaine mandature si vous êtes élu. Il y en a plusieurs. On va se limiter à une parce que le temps passe extrêmement. Le pouvoir d'achat, c'est la priorité des priorités. La santé et l'aménagement du territoire. Voilà. On ne peut pas continuer comme ça. Quelque chose de très concret sur l'aménagement du territoire, par exemple? L'aménagement du territoire, c'est de rééquilibrer entre ceux qui ont pensé que l'avenir du pays, c'était uniquement les grandes métropoles. Je rappelle que les grandes métropoles, c'est 25 à 30% de la population française. Et que les zones rurales, c'est un peu plus. Donc, si vous voulez, d'être équilibré. Rééquilibré. Pierre Thionnet, vous aussi, si vous êtes élu, ce serait quoi le premier projet de loi que vous aimeriez porter au Palais Bourbon? Nous avons beaucoup parlé du pouvoir d'achat, donc ça c'était les priorités et des mesures d'urgence qui sont à prendre.
Ensuite, Marine Le Pen avait soutenu, en première mesure qu'elle prendrait s'il était élu président de la République, c'était de faire un référendum sur notre politique migratoire, sur la gestion de notre immigration. Je pense que c'est aussi une priorité qu'on entend énormément, c'est les Français, les électeurs qu'on rencontre. De la circonscription de la Marne, on vous en parle. Également aussi, bien sûr, c'est la question de l'immigration. Et je pense qu'un projet de loi sur l'immigration qui remettrait en cause le droit du sol, qui limiterait le regroupement familial, qui ferait qu'on accueillerait plus de demandeurs d'asile en France, mais dans les territoires extérieurs, je pense que ça, c'est une nécessité, puisque avec en plus l'urgence sociale, l'urgence économique, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une politique migratoire aussi laxiste. Et c'est pour ça que je regrette que ce gouvernement ait atteint des records en termes de politique migratoire, d'arrivée de clandestins, de demandeurs d'asile. Et je regrette aussi que la droite de M. Courson aussi, ait accompagné pendant des décennies cette politique migratoire, et en soutenant aussi des candidats qui ont mené cette politique quand ils étaient au pouvoir. Karine Leluron, votre proposition de loi, si vous êtes élu, que vous aimeriez porter à l'Assemblée ? Comme Monsieur de Courson, il y en a plusieurs. Hein. Bien évidemment, le pouvoir d'achat, on en a déjà suffisamment parlé. L'écologie, c'est un grand débat aussi. C'est dommage, on n'en a pas eu le temps d'en parler. Mais moi, forcément, en tant que soignante, c'est un grand projet sur l'hôpital public. Moi, j'ai été en renfort à l'hôpital de Châlons, où j'ai exercé pendant 7 ans de nuit aux urgences. J'y suis allée pendant le confinement. C'est absolument insupportable de voir mes collègues travailler avec si peu de moyens. Je vous rappelle quand même, parce qu'on a tendance à l'oublier, qu'on a travaillé avec des sacs poubelles en guise de surblouse. C'est inacceptable. Il faut des moyens, il faut du personnel pour les soignants, mais aussi pour les patients, parce que les patients seront bien soignés quand les soignants seront aussi bien soignés, et on les oublie. Donc une grande réforme sur l'hôpital public, et on oublie les déserts médicaux, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais on est aussi... Mais sur l'écologie, vous aviez peut-être une proposition à évoquer. Il vous reste oui, parce que je n'ai pas beaucoup parlé. Peut-être. Voilà, mais non, vous êtes dans le temps. Mais sur l'écologie, mais c'est vrai que sur l'écologie, de toute façon... Alors, concrètement, moi, je vous le dis, j'ai entendu encore à la radio récemment, il y a un vrai danger sur la biodiversité. Il faut profondément qu'on revoie notre système de société, une vraie bifurcation écologique. Franchement, sur les 5 dernières années, on nous a fait croire... On a fait venir des gens, on a mis ça en grande pompe, enfin, en faisant croire qu'on allait faire tout pour l'écologie. Résultat des courses, 0. Il y a une vraie inquiétude. Et effectivement, on parle de nos agriculteurs. On voit qu'on commence à manquer d'eau. On est qu'au mois de mai, donc c'est alarmant. Et il faut s'emparer de tout ça très, très rapidement. Merci beaucoup. Thomas Adnos, cette proposition de loi évoquée. Oui, alors d'abord, je voudrais dire que nous sommes chez Reconquête, nous voulons aussi l'exemption de droits des donations et des successions pour toutes les entreprises familiales qui se transmettent au niveau de la famille. C'est ça. Et nous sommes d'accord avec le Rassemblement national pour cette loi sur l'immigration, pour arrêter l'immigration massive, tout aussi tous les signes extérieurs d'islamisation de la société. Ça, nous sommes d'accord. La sécurité aussi. Et puis, vous parliez d'une question sur notre circonscription, donc la ruralité. Nous voulons que la politique de la ville, que le budget de la politique de la ville, c'est un gouffre qui ne sert à rien, parce que les quartiers ou la politique de la ville n'a pas atteint ses objectifs. Nous voulons réorienter ce budget-là pour la ruralité, parce que la ruralité est un semeur. Baisse d'effectifs, les entreprises qui n'arrivent pas à embaucher, les problèmes de transport. Voilà, une mesure concrète, création de zones franches dans certaines zones désindustrialisées. Isabelle Pestre aussi, également une mesure. Alors, ça peut être sur l'écologie, ça peut être sur le transport, la ruralité, les déserts médicaux. Ce serait quoi votre première proposition de loi ? Le chantier est vaste, il y a beaucoup de choses. Mais bon, le pouvoir d'achat, on en a parlé ensemble. La mobilité, je l'ai évoqué aussi. C'est pour nos territoires ruraux, c'est essentiel. Et on a peu parlé de l'agriculture. Bon. Un peu sur les vignes, mais évidemment, c'est un sujet à faire, bien sûr. Voilà. Nous, on n'est pas vignerons, on est agriculteurs. Par rapport à l'écologie, moi, je veux dire que l'agriculture est la solution qui permettra d'avoir un environnement meilleur et un renouveau de la biodiversité. Et qu'il ne faut absolument pas opposer écologie, agriculture.
Sur le département de la Marne, il y a déjà énormément de choses qui sont faites au niveau de la biodiversité. Vous avez des exemples concrets, ce qu'on appelle apiluse dans les... La luzerne qui est laissée voilà, pour que les abeilles puissent se nourrir à la période où il y a peu... Mais vous proposez quoi si vous êtes député sur cette thématique-là ? Ah ben, appuyer encore plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, c'est-à-dire encourager le monde agricole, l'aider. Voilà, le monde agricole ne pourra pas changer sans de l'aide. Le monde agricole connaît une crise. On a peu de temps pour en parler. On le sait bien. Mais on le sait tous. Et donc, il faut absolument... Aider le monde agricole. Ce sera le mot de la fin. Voilà, Merci. le monde agricole. Exactement, on a bien compris. Merci à vous 5 d'être venus sur ce plateau pour ce débat. Prochain débat la semaine prochaine, mercredi 1er juin, animé par Leïla Sali. Débat retrouvé sur Internet, sur notre site France 3 Grand Est, bien sûr. Très bonne fin de soirée à vous et à très bientôt. N'hésitez pas à aller voter le 12 et 19 juin prochain.